Euh, donc j'ai déjà touché un peu de ça parce que ça fait partie de la comparaison entre Postgres et MongoDB, de comparer le modèle relationnel et document. Mais là, je vais le faire un peu plus pour vous, hein, côté application, côté Java. Et c'est aussi quelque chose que je trouve qui n'est pas bien. Je trouve qu'on communique pas assez là-dessus. MongoDB ayant été fait par des développeurs, cette partie-là est un peu obvious pour ceux qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, où on parle beaucoup à des gens qui sont dans les bases de données, veulent migrer d'Oracle ou DB2 à une autre base, ils regardent Postgres, ils regardent MongoDB. Et il y a des DB1 qui ne savent pas trop comment sont faites les applications, qui ne savent pas trop ce qui se passe dans les données avant la base de données. Même beaucoup de DBA pensent que les données elles existent que dans leur base de données. Et donc c'est important de parler du modèle de données en fonction de la manière dont on construit l'application. J'en ai touché un peu, mais surtout de pouvoir expliquer ce modèle document qui mappe vraiment avec la manière plus moderne de créer des applications en microservices, en domain-driven design, etc. Et il y a sûrement des choses que vous connaissez même peut-être mieux que moi. Pour moi, le plus intéressant là-dedans, c'est de pouvoir peut-être parler aux DBA, leur expliquer que la manière dont vous travaillez, peut-être leur faire comprendre que l'appli elle n'est pas là pour détruire les données dans la base de données, et que donc c'est pas parce qu'on met toutes les contraintes, c'est pas parce qu'on met pas toutes les contraintes dans la base de données que les données sont pas bonnes, etc. Parce que c'est un petit peu souvent le cas d'avoir cette vision dans cette bulle et de se dire, surtout avec cette historique des bases de données relationnelles qui ont été faites pour que n'importe quelle appli puisse arriver d'end user, etc. Donc forcément qu'on peut pas où on peut pas avoir confiance sur la validation de toutes les données métiers dedans. Donc, pour revenir un petit peu à ce que connaissent les DBA relationnels, par exemple, c'est tout commence par la base de données. Alors, j'ai beaucoup de choses sur les slides et je vais sûrement passer vite parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour des questions ou si je dis des choses qui sont fausses ou bizarres ou quoi que ce soit. Donc ça, voilà, j'en ai déjà parlé. Les bases de données relationnelles ont vraiment été faites pour des end-users. C'était l'idée. L'idée du SQL déjà, c'est pas un langage de programmation procédurale. En SQL, on n'a pas de boucle, on n'a pas de variable locale parce que c'est fait pour des gens qui sont pas programmeurs. Un programmeur, ça lui pose pas de problème de faire des boucles et d'utiliser des variables et d'itérer, etc. Un data scientist qui préfère juste utiliser un langage déclaratif. En SQL, on dit j'ai besoin de telle et telle donnée dans tel ordre avec tel filtre, etc. Sans dire comment y aller. Et donc ces utilisateurs qui ne sont pas des programmeurs, ils ne connaissent pas non plus le modèle physique de données, ils ne savent pas s'il y a des redondances, des duplications. Il y a toujours des duplications de données pour des questions de performance. Mais les bases de données relationnelles, leur idée, c'est de rendre ces duplications de données transparentes. Un index, c'est une duplication de données. Mais le développeur n'est pas censé savoir qu'il y a un index, n'est pas censé mettre à jour l'index. C'est la base de données qui fait ça de manière transparente. Donc c'était ça l'idée. Et l'idée du SQL, c'était vraiment ça. Après, tout n'a pas été implémenté comme ça. Par exemple, les vues matérialisées. C'est aussi quelque chose qui permet de faire une redondance de données. Par exemple, il y a des choses où on fait souvent une jointure. On peut faire une vue matérialisée qui précalcule la jointure directement. Mais ce n'est pas toutes les bases de données qui le maintiennent automatiquement. Sur Postgres, on peut faire une vue matérialisée, mais il va falloir faire un refresh. On ne fait pas ça pour des données qui changent beaucoup. Sur Oracle, par exemple, on peut avoir des vues matérialisées où chaque fois qu'on va mettre à jour quelque chose sur les tables qu'il y a derrière, au commit, ça va mettre à jour la vue matérialisée. Donc ça dépend des bases de données. Idéalement, pour du SQL, tout ce qui est redondance de données, ça doit être transparent. Pour pas qu'un utilisateur qui ignore cette duplication oublie de mettre à jour quelque part. Et donc c'est pour ça qu'il y a des contraintes d'intégrité. Et il y a beaucoup de DBA relationnels qui se disent les contraintes d'intégrité, les foreign keys, c'est ça qui fait que les données sont sûres dans notre base de données, mais ils ne voient pas forcément que les règles métiers elles sont un peu plus complexes que ce qu'on peut faire en base de données.
Typiquement, qu'est-ce qu'on peut implémenter dans une base de données relationnelle? Des contraintes qui concernent une seule ligne, on peut faire beaucoup de choses. Du genre vérifier que la somme de 2 colonnes est égale à la troisième ou un truc comme ça. Mais ça concerne qu'une seule ligne, c'est les check constraints. Pour des contraintes d'intégrité où il y a des dépendances entre 2 lignes d'une même table, ben, il y a une contrainte, la contrainte d'unicité. C'est ce qui va vérifier qu'il n'y a pas 2 lignes qui ont la même valeur. Mais ça va juste vérifier que c'est unique ou pas. Ça ne va pas vérifier que, par exemple, un client, il doit avoir au moins 2 numéros de téléphone pour qu'on soit sûr d'avoir 2 contacts. Non, on peut pas aller si loin. Entre plusieurs tables, entre plusieurs lignes de tables différentes ou de la même table, on a les foreign keys qui permettent de vérifier telle valeur, elle existe dans telle autre table. Mais c'est pareil, ça ne fait pas tout non plus. Et pour des logiques plus complexes, en théorie, dans la norme SQL de 92, il y a les assertions qui permettent de déclarer de manière déclarative n'importe quelle logique métier. C'est là qu'on va pouvoir déclarer, de dire qu'un client, pour qu'il soit valide en base de données, il doit avoir au moins 3 moyens de contact, dont un qui a un email, ou etc. Enfin, des choses un peu plus complexes comme ça. La norme SQL définit les assertions. Quasi aucune base de données ne les a implémentées parce que c'est très compliqué, ça demande à verrouiller beaucoup de choses. Oracle, sur la dernière version, a commencé à introduire des assertions pour Santarka. Mais un exemple typique des assertions qui est dans un bouquin qui parle de systèmes concurrents, c'est on a des docteurs d'astreinte pour un shift dans un hôpital et on veut être sûr qu'il y en a toujours un ou qu'il y en a toujours 2 par exemple. Et ce type de contrainte, c'est très très compliqué à faire directement en base de données parce que pour faire ça, il faut verrouiller beaucoup de choses. On se retrouve à verrouiller toute une table juste pour vérifier qu'il n'y en a pas plusieurs parce que ça concerne plusieurs lignes. Donc tout ça pour dire que très souvent, les DBA vont penser que sans contrainte d'intégrité dans la base de données, toutes les données vont être corrompues et si on met les contraintes d'intégrité, tout est bon. En fait, ça permet d'éviter quelques problèmes, mais pas tous. Sur la duplication de données, j'en ai parlé. Les index, c'est une duplication de données. Les vues matérialisées, c'est pareil, c'est pas toutes les bases de données qui les maintiennent de manière transparente. Et on se retrouve souvent à dénormaliser dans les bases de données relationnelles. Typiquement, le type de requête que je vous montrais sur du document avec des commandes, des lignes de commande, et où on avait un critère sur le pays et sur le produit. Donc ce que je vous disais, c'est que même si vous mettez tout ça dans du JSON, sur une émulation MongoDB, sur une base SQL, ça ne pourra pas utiliser les index. Si vous le normalisez, vous ne pouvez pas utiliser les index de manière optimale. Parce qu'il n'y a qu'un index, il n'y a pas d'index sur une jointure, il y a un index par table, et donc il y en aura un qui sera sélectif sur une table, il faudra faire la jointure, et après faire la sélection plus loin. C'est là qu'on se retrouve à dénormaliser ou à se dire, par exemple, dans la ligne de commande, on n'a pas besoin de mettre le pays du client, parce que c'est dans le client quand c'est normalisé, mais peut-être qu'on va l'y mettre quand même, parce que comme ça, on peut avoir un index composé sur tout ça. Et puis, les relations many-to-many, donc elles ne sont pas implémentées en relationnel. Derrière, on rajoute une table de jointure. Et là, on a un problème quand, par rapport au modèle de domaine, on essaie d'avoir dans l'application un modèle de domaine qui correspond aux métiers, aux entités métiers. Et il y a une époque où on aimait bien se dire on dérive le modèle relationnel à partir du modèle domaine. C'est l'idéal en domaine-driven design. Sauf que pour itérer ça, c'est un petit peu compliqué. Donc on se retrouve à faire des fois une itération, à générer le modèle, le mapping ORM à partir de la base de données relationnelle. Mais là, le problème, c'est que si on a créé une table juste pour faire une jointure many-to-many, dans notre modèle de domaine, ça devient une entité comme si c'était une vraie entité. Donc on dénature le modèle de domaine avec ça. Et autre chose aussi qui ne se représente pas facilement sur une base de données relationnelle, c'est le polymorphisme. Juste de se dire que tous les enregistrements n'ont pas forcément la même forme. Par exemple, je stocke
J'ai une librairie et je stocke des informations sur les livres, donc j'ai une table avec des livres, mais les livres, ça peut être des livres papier ou ça peut être des e-books, et le livre papier, il aura peut-être la qualité, s'il est en bon état ou pas, le e-book, il aura peut-être la taille du PDF, et soit je split tout ça encore sur plein de tables différentes, donc j'aurai une table pour le parent, pour la classe abstraite, de tout ce qui est commun à tous les livres, et puis j'aurai une table pour ce qui est particulier au livre papier ou ce qui est particulier à autre chose, ou soit je mets tout dans une table pour éviter les jointures avec des nuls un petit peu partout. C'est plus un schéma normalisé très très propre. Et au niveau des transactions, le fait de normaliser, ça veut dire que très souvent, les transactions, elles vont finir par faire plusieurs ordres SQL, parce qu'on n'a pas un insert qui va insérer dans plusieurs tables. Si j'ai mes commandes et mes lignes de commande, je vais avoir plusieurs ordres dessus. Mais j'ai des exemples après, je crois, donc j'y reviens après. Ouais. Alors ça, je l'ai vu beaucoup, mais même quand j'étais DBA, moi j'ai vu énormément de... Bon, en fait, j'ai fait beaucoup de consulting. Et un job récurrent en faisant du consulting, c'était surtout d'arriver à faire parler les DBA et les développeurs dans les entreprises où j'allais. Parce qu'en fait, ils faisaient appel à du consulting parce que les DBA disaient il n'y a rien qui marche, les développeurs font n'importe quoi. Ou alors c'est les développeurs qui disaient mais il faut les aider à tuner leur base parce qu'il n'y a rien qui marche et tout. Et au final, c'est plus de les mettre autour d'une table et que chacun comprenne ce que fait l'autre. Que les DBA comprennent que les développeurs, ils mettent pas non plus n'importe quoi dans la base de données, même s'il n'y a pas toutes les contraintes d'intégrité. Normalement, ce qui va en prod pour mettre des données dans la base de données, ça a été vachement testé, sûrement plus que le DDL qu'ils ont fait tourner, par exemple. Et donc, il y a cette idée, mais qui vient aussi du fait que si on a une base centralisée pour plein d'applis, on ne peut pas avoir confiance dans toutes les applis. J'ai parlé du client-serveur. Le client-serveur, c'était quand même l'époque où il y avait toujours cette base centralisée qui avait plein de données et où n'importe qui pouvait s'y connecter. On prenait Excel et on se connectait à la base de données, on interrogeait les données. Alors, quand on l'interrogeait, au pire, on sortait du n'importe quoi parce qu'on ne connaissait pas bien le modèle. Mais si on commençait à faire une appli qui met à jour, on peut aussi faire des dégâts. Donc là, on peut comprendre que le DBA voulait verrouiller et se dire... on n'accède pas directement, ou alors on met toutes les contraintes d'intégrité, on passe par des procédures stockées, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, le process de validation des applications avec des pipelines, avec du déploiement rapide et de corriger aussi rapidement s'il y a une erreur, c'est plutôt au point dans l'application. Donc voilà. Et du coup, ça revient un petit peu sur ce que je disais, c'est important de savoir qui est le client de la base de données. Aujourd'hui, c'est une appli qui a été super validée, qui n'a pas été au hasard en production. Après, c'est pas partout. J'ai bossé dans des boîtes où on se connecte direct. J'ai bossé par exemple quelques années au CERN, où là, c'est des scientifiques. Tout le monde se connecte à la prod. La référence, c'est la prod, en fait. Après, ils en font une copie en test pour dire on a une base de test, mais tout le monde se connecte direct en prod. Donc là, on peut comprendre que les DBA, ils sont un peu frileux quand il y a des modifications qui sont faites et qui ne sont pas sûrs de bien contrôler par où ça passe, etc. Mais de manière générale, quand on crée des applications aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et donc, aujourd'hui, on va plutôt démarrer de l'application, c'est-à-dire que quand on a un modèle, quand on met des données dans un modèle dans la base de données, on ne sait pas seulement la structure des données, on a aussi une idée de la cardinalité, on sait si quand on a une relation one-to-many, il va y en avoir 2 ou 3, ou il va y en avoir 1 million, on sait dans quel sens on va y accéder, on sait qu'on est dans un domaine où si on accède à la commande, on va toujours lire les lignes de commande, parce que et on va toujours lire les informations clients, parce que la commande n'a pas de sens pour nous si on ne fait pas ça, donc on sait mieux comment est-ce qu'on y accède. Et il y a beaucoup de logique métier qui est déjà dans l'application, pour 2 raisons, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas implémenter en base de données, mais aussi parce qu'on veut pouvoir le gérer. C'est aussi une chose, le DBA pense que s'il met des contraintes d'intégrité, il va éviter les problèmes. Mais le problème, c'est que la contrainte d'intégrité, si par exemple il y a une valeur dupliquée ou une foreign key qui n'est pas là,
ça va être plutôt un message d'erreur panique. Il y a très peu d'applications qui vont gérer, se dire, alors le nom de la contrainte c'est ça, du coup il faut dire à l'utilisateur, peut-être ce produit n'existe pas ou autre chose. Très souvent, ce qui résulte d'une erreur de contrainte d'intégrité en base de données, ça va être une panique en disant, il y a un problème. L'idée de MongoDB et du modèle document derrière, ça va être plutôt de dire, ben on va valider de manière asynchrone. C'est-à-dire peut-être on va générer un warning si quelque chose n'est pas bon pour aller corriger les données après, mais on va pas bloquer l'application parce que quelqu'un a saisi quelque chose de bizarre. Il passe une commande, on veut qu'il passe la commande parce qu'il paye. Après, si son adresse elle n'est pas normalisée, il y a quelqu'un qui va gérer ça et le contacter, peut-être demander des infos, etc. Et donc la grande question, c'est que quand on parle de l'application, il y a plusieurs applications et il y a plusieurs équipes qui vont travailler et qui vont se séparer dans des contextes différents. Mais la question, ça va être le contexte de la base de données. Est-ce que la base de données va être partagée par plusieurs applications différentes ou est-ce que la base de données, finalement, elle est faite pour un service particulier, une application particulière, peut-être un microservice ? Et si on a une application monolithique, et il y a énormément d'applications monolithiques qui tournent, c'est grosses applications qui ont une grosse base de données, et ça tourne, le problème c'est que c'est du legacy, et c'est pas facile à faire évoluer, parce que si c'est monolithique, et qu'on veut modifier quelque chose, il va falloir synchroniser beaucoup de parties de l'application pour être sûr que notre modification ne casse pas les autres. Donc on essaie, côté applicatif, d'avoir un bounded context où on sait que à l'intérieur de ce contexte, si on casse quelque chose, ça ne va pas toucher les autres. Et casser, ça peut être simplement faire évoluer. Sur la base de données, est-ce qu'on va faire ça ? Est-ce qu'on va, par exemple, si on commence à faire des microservices, en fait, je vais vous poser la question. Vous cassez un monolithe, vous commencez à construire des microservices. Est-ce que vous allez créer une base de données par microservice ou est-ce que vous utilisez la même base de données partagée par tous les microservices ? Ou est-ce que ça dépend ? Là encore, ça dépend parce qu'il n'y a pas de solution, idéale. Le problème, c'est que si on commence à casser un monolithe pour faire des microservices, c'est qu'on veut désynchroniser, on veut que les équipes puissent travailler de manière autonome. Mais si elles travaillent de manière autonome dans le code, mais que chaque fois qu'elles ont un attribut à rajouter, il va falloir se synchroniser avec les autres qui utilisent la même table, et puis avec le DBA, avec tout ça, on perd un petit peu l'avantage d'avoir découplé tout ça. D'un autre côté, si on a une base par microservice, il y a beaucoup de bases à gérer. Mais en fait, c'est le cas aujourd'hui. Au début des bases de données relationnelles, l'idée c'était d'avoir une grosse base de prod pour le système d'information de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des centaines de bases, même dans des entreprises qui ne sont pas très très larges de toute façon. Donc, en fait, il n'y a aucune solution qui est parfaite. Par contre, on peut améliorer les inconvénients de l'une. On s'est retrouvé à avoir plus de bases parce qu'il fallait décorréler tout ça, découpler tout ça, mais on a rajouté beaucoup d'automation pour pouvoir aujourd'hui dans une entreprise gérer des centaines de bases, ce qui n'était pas possible au début des bases relationnelles où tout était fait assez manuellement. Donc voilà, il y a ce choix. On a un autre contexte sur l'application qui est peut-être assez facile à déterminer. Et au niveau de la base de données, on a ce choix. Et la manière, le data modeling qu'on va faire va aussi dépendre de ce choix. Typiquement, si on veut partager par plein d'applications, plein de services les mêmes données, on va avoir besoin de les normaliser. C'est aussi l'idée du bounded context, c'est pas seulement sur la structure, c'est rien que sur le nommage. Les commandes, il y a peut-être un autre service, il va appeler ça des ventes. C'est la même chose en fait. L'entreprise, il y a des clients qui passent la commande et puis après on analyse la vente. L'idée en domain-driven design dans un bounded context, c'est aussi d'avoir des gens qui parlent la même langue en fait. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont parler de la commande, il y en a, ils vont parler de purchase, il y en a qui vont parler de sales, etc. Alors que si on partage ça, on va normaliser. Typiquement, si on normalise une base de données relationnelle, on aura une table personne.
Et cette table personne, elle va être utilisée aussi bien pour stocker les employés que les clients, que les fournisseurs, etc. Quand on a différents domaines au niveau applicatif, ben on va utiliser des noms qui sont plus proches de ce qu'utilisent vraiment les utilisateurs de l'application. Donc peut-être que je vais passer vite là-dessus, d'une part parce que vous connaissez, aussi parce que on en a déjà parlé, mais je pense que c'est important d'arriver à dialoguer avec les DBA s'ils ne connaissent pas comment vous développez des applications, de leur expliquer pourquoi est-ce que on essaie de définir la logique métier et le modèle domaine et de dériver ce qui est plus implémentation spécifique, comme la base de données, plutôt que l'inverse. L'inverse peut être valide. Hein. Un autre exemple. Vous avez une chaîne de caractères, je sais pas moi, on stocke les noms des clients. En Java, ça va être un string. Vous n'allez pas dire un nom de client, c'est 30 caractères ou 23 ou etc. Aussi parce qu'on a des interfaces utilisateurs aujourd'hui qui sont un peu plus souples. À l'époque des bases de données relationnelles où tout se faisait en base de données, l'idée c'était de se dire non, on met la taille, c'est 30 caractères maxi. À la fin, ça allait aussi sur un écran texte où de toute façon, ça allait pas aller à la ligne ou etc. Donc il y avait ce besoin. Et l'idée de mettre ça dans les bases de données relationnelles, c'était aussi d'avoir une source pour toute la structure, et c'est de se dire, c'est l'appli qui dérive. L'appli, elle interroge le catalogue de la base de données, elle sait qu'un nom, il est maximum 30 caractères, donc l'appli, elle peut prévoir une chaîne de caractères maximum 30 bytes, etc. Mais aujourd'hui, on ne travaille plus trop comme ça, et sur Postgres, on va mettre un champ de texte, on ne va pas mettre la longueur, de manière générale. Et là-dessus, ce que je voudrais préciser aussi, la plupart des DBA pensent qu'il faut des foreign keys partout. C'est-à-dire, on a un schéma, il y a des relations un petit peu partout, là où, quand on divise en bounded context, on va essayer au contraire d'être asynchrone et de décorréler entre. Mais c'est volontaire. Ce que le DBA relationnel ne peut ne pas comprendre, c'est de se dire, par exemple, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi il n'y a pas des foreign keys sur MongoDB? Parce qu'on ne va pas tout mettre dans un seul document. On va de temps en temps avoir une référence sur quelque chose d'autre. Donc la référence, c'est l'ID d'un autre document dans une autre collection. On pourrait se dire, on le valide en temps réel, on vérifie que l'ID existe comme une foreign key. Ça pourrait s'implémenter. En fait, ce n'est pas implémenté parce que le but, c'est de décorréler ça. Ça n'empêche pas de le vérifier de manière asynchrone. Ça n'empêche pas de lancer des requêtes qui vont vérifier qu'il n'y a pas des références qui n'ont rien en face. Mais c'est vraiment le but, parce que le problème d'avoir une foreign key, quand on va commencer à déployer, on va impacter beaucoup de choses. Quand on va commencer à distribuer, à faire du sharding sur plusieurs bases de données, ben là, il va falloir se poser la question. Et il va falloir dupliquer des choses. En relationnel, par exemple, rien que si on a des comptes bancaires et on a 3 types de comptes dans la banque, les types de comptes, ça va aller dans une table. Sur un document, ça va aller dans chaque document. Et si c'est mis à jour, s'il y en a d'autres, peut-être qu'on va mettre à jour à plusieurs endroits. Mais le gros avantage, c'est que si on va faire du sharding, il y a un compte qui va être là, il y a un compte qui va être là, et il ne va pas devoir aller voir une référence qui est ailleurs. Vous m'arrêtez si c'est pas clair, si je vais trop vite, je dis des choses un peu dans l'autre sens que mes slides, mais vous me dites. Hein. C'est un peu des concepts, et puis par rapport à ce que j'entends justement, par rapport à MongoDB, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il n'y a pas de transaction, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est pas consistant. Il y a des transactions, c'est toujours transactionnel quand il y a un seul document, et le but c'est que les transactions soient un seul document, mais il y a aussi des transactions multi-documents. Mais dans les termes, dans la doc
MongoDB, on parle de transactions que pour les transactions explicites. Alors que techniquement, si on met à jour un document, on met à jour le document de manière atomique, les index sont mis à jour de manière atomique, tout ça c'est une transaction acide. Ça, on ne va pas mettre à jour les index de manière asynchrone. Donc il y a toujours des transactions derrière. Et pareil pour les associations entre les entités. Le but c'est pas d'avoir des foreign keys partout, c'est d'avoir des choses avec plus de consistance, tellement forte que c'est dans le même document, et de décorréler le reste. Et souvent, la question après, quand on fait du modèle document, c'est de se dire, mais du coup, c'est quoi un document? Parce que vous nous dites qu'il ne faut pas séparer, il faut tout mettre dans un document, mais il ne faut pas en mettre trop. Et en fait, si on réfléchit à ce qu'est un document papier, on est très très proche de documents qu'on doit mettre dans MongoDB. C'est-à-dire que si une commande, sur papier, il va y avoir l'entête, il va y avoir les produits, il va y avoir la description des produits. Il ne va pas y avoir juste une référence et devoir aller ailleurs. Il va y avoir les infos clients dessus. Donc on a l'impression qu'on duplique des choses, mais en vérité, on ne les duplique pas vraiment. C'est juste qu'elles font partie de la commande. Et le gros avantage, c'est... Enfin, ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais le but du modèle document, c'est de ne pas avoir un modèle logique et un modèle physique, mais d'être plus proche des deux, de ne pas avoir à faire un début de transaction plein de différents requêtes SQL, à la fin un commit, c'est d'avoir un seul document pour la transaction. Je passe vite parce que j'y reviens après. Typiquement en SQL, on va faire un begin, on va faire plusieurs inserts, et alors soit on le fait en plusieurs fois, on fait plein d'allers-retours à la base de données, c'est pas terrible, parce qu'il y a du réseau entre. Si quelque chose est verrouillé, on se retrouve à verrouiller quelque chose avec un temps qu'on ne connaît pas trop, qui est le temps en réseau. Bien sûr, les bases de données relationnelles ont des solutions à ça. Ils vont vous dire, ouais, mais il ne faut pas faire plusieurs allers-retours. Vous mettez tout ça dans une procédure stockée, vous appelez la procédure stockée. Et c'est parfaitement valide, sauf que peut-être que vous n'avez pas envie de coder votre logique métier en PLSQL. Là où, côté document, on a un seul document qu'on envoie à la base de données. Lui est atomique. On n'a pas à faire des select for update pour verrouiller quelque chose parce qu'on sait qu'on va le relire. Le document lui-même est atomique. Et un autre avantage, c'est par rapport à l'API, par rapport au SQL. Alors c'est sûrement trop petit, mais vous aurez les slides. Ça, c'est plus pour expliquer qu'on peut faire des requêtes plus complexes sur MongoDB que les requêtes simples qui sont connues. Typiquement, quand on fait une requête SQL, comme en haut à gauche, on a un select, une where clause, un order by, etc. Le problème, c'est que c'est du texte. Et à partir de votre appli, vous n'avez pas envie de construire une chaîne de caractères que vous envoyez à la base de données. Même s'il y a juste une typo dedans, vous le saurez qu'à l'exécution. Donc pour ça, il y a des ORM. Et par exemple, un Juke permet d'écrire vraiment quelque chose de très proche du SQL, mais avec un langage typé dans Java. Et l'idée de l'API MongoDB, c'est un petit peu pareil, de pouvoir déclarer ces mêmes étapes. Order by, c'est sort, il y a un groupe, il y a le where, c'est match. De le déclarer comme ça, mais directement dans le langage à partir du driver. Donc la syntaxe se ressemble, mais sera adaptée aux différents langages de programmation. Et le but, c'est directement d'être intégré au langage et pas passer par cet envoi de chaîne de caractères qui se fait. Derrière un ORM, Hibernate, il va construire une chaîne de caractères et l'envoyer à la base de données. C'est pas terrible. On voit beaucoup de comparaisons pour expliquer le vocabulaire entre le relationnel et le document, qui vont dire une ligne d'une table SQL, ça correspond à un document, etc. Je trouve ça dangereux parce que justement, ça pousse les gens à oublier que dans un document, il y a beaucoup plus que ce qu'on mettrait dans une ligne en relationnel. Et oui, on a un équivalent de jointure qui est le $lookup, mais très souvent, les jointures qui se font souvent, ça va plus être qu'on va mettre ensemble dans le même document et ne pas l'avoir. Et que même parfois, si on est vraiment en microservice, peut-être que ce qu'on pense être une base de données, ça va être juste une collection
un microservice peut peut-être n'avoir qu'une seule collection dans MongoDB. Je vais passer vite là-dessus parce que je pense qu'il est temps. Je regarde juste vite fait. Voilà. Donc sur les slides, il y a d'autres exemples, mais c'est des choses que j'ai déjà pris comme exemple pour comparer. Juste un truc que je voudrais vous montrer qui peut être intéressant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collègue à moi qui a fait une appli. Qui est juste une appli où, pareil, on peut rentrer des infos clients, etc. Et dans lequel on peut choisir si on travaille sur une base de données Postgres ou MongoDB. L'avantage, c'est pas de regarder la performance, parce que de toute façon, on va insérer très peu de choses, mais c'est que ça montre les requêtes qui sont générées. Et donc, ça permet de voir. Donc, c'est une appli qui est faite en Java, Spring Data, et donc qui permet de voir sur Postgres les requêtes qui vont être générées par rapport à un seul document sur MongoDB. Donc il y a le lien sur GitHub, il y a aussi une doc qu'il a fait où il a expliqué le data model, justement des choses qui sont ensemble, par exemple tout ce qui est adresse, qui va être sur plusieurs tables et normalisé, enfin plusieurs tables mais toutes les adresses ensemble. Dans un document, on va avoir l'adresse dans la commande, on va avoir l'adresse du client, et c'est pas forcément la même. Un truc aussi, beaucoup de gens pensent que on duplique beaucoup la donnée. Mais en vrai, en termes de business, quand on a des événements, de toute façon, on va la dupliquer en termes de business. C'est-à-dire que le modèle très théorique normalisé, où on a une table des produits, où il y a le prix et où la ligne de commande, elle référence juste le produit, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, la commande, elle doit avoir le prix au moment de la commande. Donc de toute façon, elle va avoir la description du produit, elle va avoir le prix, ça va déjà être dénormalisé juste parce que ça prend un snapshot au moment de la commande. Et puis la commande, vous l'avez envoyée par email, vous l'avez imprimée, même si le nom du produit change dans votre catalogue, vous n'allez pas changer la commande qui est existante. Et donc voilà, donc il documente les deux modèles justement pour montrer la différence, pour montrer qu'on ne met pas non plus tout dans un seul document, mais qu'on a beaucoup moins de collections que de tables. Et ça permet aussi de voir le code en fait, c'est-à-dire le mapping qu'on va faire sur une base SQL, où on doit déclarer les jointures, dans quel sens elles vont être faites. Si on s'attend à faire tout le temps la jointure, on va plutôt la faire en Eager pour éviter des allers-retours, ou pas. Côté MongoDB, les mêmes objets métiers de la même application, ça va juste être de dire, ça c'est un document MongoDB. Il n'y a plus à déclarer les jointures, parce que si les objets se référencent déjà, ils vont déjà dans le même document. Et quand on fait des transactions, par exemple une insertion, elle va faire plusieurs requêtes SQL, mais rien que si on veut générer un ID à partir d'une séquence, très souvent, Hibernate, il va aller lire la séquence avant, peut-être qu'il va en garder un peu en cache, mais il va la lire avant pour déjà avoir un identifiant avant d'envoyer les lignes. Là où la même transaction, c'est un seul appel à la base de données sur un document qui va juste dire insère-moi ça où j'ai telle et telle info. Et sur les requêtes, sur une base de données normalisée, on va avoir une requête avec tout un tas de jointures qui va être générée. Si on veut justement éviter de faire plein d'allers-retours avec plein de requêtes. Et sur MongoDB, ça va juste être un find avec les critères et la projection, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, si vous voulez voir un peu plus de manière concrète la différence, c'est assez intéressant de voir ce qu'il y a. Le but de cette application, c'était d'utiliser le mapping par défaut. Hibernate peut être très configurable, on peut vraiment tuner le mapping, mais c'est compliqué. Personnellement, si je me retrouve à tuner le mapping Hibernate, j'ai plus vite fait d'écrire le SQL. Après, j'ai fait du SQL pendant longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours générer un grand nombre de requêtes quand on utilise Hibernate, mais si on ne veut pas faire ça, il va falloir réfléchir au mapping, au modèle, et le faire évoluer comme ça aussi. Ok, je suis passé vite sur certains slides, mais c'est des choses qu'on a couvert avant. Maintenant, si vous avez des questions. Merci.